Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre nouveau temps de MQMS qui, pour ce vendredi, porte sur le projet d'accompagnement et avec qui nous avons le plaisir d'animer cette séquence qui durera 60 minutes aux côtés d'Ariel Lambert du CREAI qui va compléter, aborder les notions de projet d'accompagnement sur les personnes en situation de vulnérabilité. Donc Ariel, je te laisse peut-être te présenter et dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Ariel Lambert, directrice du CRAI Pays de la Loire. Donc, en partenariat déjà depuis un certain temps avec Calirel pour partager ces minutes qualité et faire peut-être un focus plus particulier sur certains points qui sont liés à nos missions. Voilà, bonjour à tous. Merci Ariel. Et comme nous avons l'habitude de le faire sur nos minutes qualité du médico-social, l'équipe de Calirel Santé s'est mobilisée. Donc pour cette session spécifique sur le projet d'accompagnement, j'interviendrai aux côtés d'Élise Merlet-Dufay. Élise, tu nous entends bien? Oui, bonjour à tous. Donc, Élise Merlet-Dufay, je suis chargée de mission à Calirel Santé et missionnée spécifiquement sur le secteur médico-social. Et Marion Lucas qui abordera une thématique qu'on porte notamment dans un projet d'évaluation en fin de session. Marion? Bonjour, Marion Lucas, je suis chargée de mission à Calirel Santé avec Élise sur la partie médico-sociale. Donc, plusieurs intervenants pour que notre session soit la plus dynamique possible. Et comme à l'habitude, vous avez le chat pour pouvoir communiquer et interagir avec nous. Et Antoine est en back-office pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Antoine, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Tout est OK. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Donc, comme vous avez pu le voir, vos micros sont coupés. Donc, c'est pour que nous puissions avoir une présentation avec une qualité auditive la plus aisée possible. Mais nous vous laissons la possibilité, notamment en fin de session, sur nos questions-réponses, de pouvoir interagir avec nous. Et vous aurez la possibilité d'ouvrir vos micros. Et de la même façon, comme vous avez pu le voir, ce MQMS est aussi enregistré. Donc, vous avez les précédents MQMS, les 5 précédents MQMS qui sont déjà en replay. On sait qu'ils sont beaucoup regardés. Donc, dans les prochains jours, vous aurez aussi la thématique du projet d'accompagnement disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Donc, pour ce temps ensemble pendant 60 minutes, et nous essaierons attentivement de le tenir, on a un vaste programme puisque le projet d'accompagnement, c'est vraiment une thématique qui est très transversale dans le référentiel et dans les attendus de la Haute Autorité de Santé. Et il nous a semblé important de poser, dans un premier temps, le cadre du projet d'accompagnement. De quoi parlons-nous? Parce qu'on a vu que la Haute Autorité de Santé a fait évoluer quelque peu la sémantique. Et est-ce que projet personnalisé d'accompagnement, est-ce que c'est tout à fait la même chose que projet d'accompagnement? Est-ce qu'on n'a pas des nouvelles notions qui s'intègrent dans cette thématique? Donc, on aura un petit focus sur ce volet-là. Élise interviendra ensuite sur le lien avec les attendus de la Haute Autorité de Santé, à la fois dans le référentiel, mais aussi dans les modalités d'évaluation qui seront mobilisées par les organismes accrédités. Et puis, aux côtés d'Ariel, nous interviendrons sur la déclinaison institutionnelle. C'est concrètement, quand je mets en œuvre mon projet d'accompagnement à l'échelle institutionnelle, en accompagnement de mes professionnels et surtout au bénéfice de la personne accompagnée, quelles questions je dois me poser pour l'intégrer de façon complètement systématique. Nous ferons un petit zoom ensuite sur les ressources disponibles pour avancer. Il y a des ressources qui sont à votre disposition et qui vous permettent d'avancer sur le sujet. Et puis, nous clôturerons ce MQMS sur notre traditionnel temps de questions-réponses, à la fois sur la thématique du jour, mais aussi toute autre question que vous souhaiteriez aborder avec nous. Donc voilà, c'est parti. Et je vous propose, comme je vous le précisais, de faire un petit zoom sur le projet d'accompagnement pour bien qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle. Parce que c'est vrai que quand on lit le projet d'accompagnement, hein, c'est ce qui est ressorti des recommandations de la loi 2002, du Code de l'action sociale et des familles, où on a cette notion d'un projet d'accompagnement qui est mentionnée.
Les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé sont nombreuses et en font mention tout au long de leur publication. Et puis, on retrouve cette thématique du projet d'accompagnement comme un fil conducteur du référentiel de la Haute Autorité de santé. Donc, le projet d'accompagnement, quand on décrypte, c'est à la fois une démarche individuelle, collective et institutionnelle, et qui va viser la participation directe de la personne ou avec l'aide, bien entendu, de son représentant légal. Cette aide, elle va être vraiment à chacune des étapes, c'est-à-dire à la conception et à la mise en œuvre de son propre projet. Donc, ça fait donc appel à ces 3 dimensions que nous allons retrouver traduites dans le référentiel de la Haute Autorité de santé et qui va lui-même, ce référentiel, bien entendu, se baser sur les recommandations de bonnes pratiques qui elles-mêmes, d'ailleurs, se basent sur le Code de l'action sociale et des familles. Bref, pour ces 3 dimensions, c'est vraiment les conditions essentielles à la réalité du projet d'accompagnement. Elles en permettent vraiment une définition complète. Donc, premièrement, ce sont les conditions de mise en place pour favoriser l'engagement de la personne accompagnée dans son projet. En d'autres termes, c'est l'autodétermination, on l'abordera juste après, c'est l'autodétermination de la personne accompagnée. Et ces éléments vont être retrouvés dans le chapitre 1 du référentiel, la personne, qui vont être détaillés par Élise au cours de ce MQMS. La deuxième dimension, c'est afin que les conditions d'engagement de la personne puissent pleinement être mises en œuvre, cela va nécessiter de faire appel à une démarche structurée de co-construction entre la personne accompagnée et les professionnels. Et il s'agit vraiment d'adapter les pratiques professionnelles et l'organisation de la structure à l'individualisation de l'accompagnement qui va être formalisé au travers d'un outil, d'une démarche qui est intitulée « Projet personnalisé ». Et ces éléments, ils vont être retrouvés dans le chapitre 2 du référentiel de la Haute Autorité de santé. Enfin, bien entendu, afin que la personne accompagnée soit pleinement engagée, qu'on ait une démarche opérationnelle sur la mise en œuvre du projet personnalisé, ça nécessite que ce soit inscrit dans les organisations et notamment dans la vision de l'établissement, qu'il a pour une stratégie d'ouverture qui vise notamment l'inclusion de la personne accompagnée, l'innovation, et qui va mobiliser aussi un certain nombre de partenariats, qu'ils soient internes ou externes. Et c'est ces éléments-là qu'on va retrouver dans le chapitre 3, l'établissement. Alors, pour conclure, si on doit faire une photographie de ce qu'est le projet d'accompagnement, c'est qu'il ne peut être résumé à la seule perception que le projet personnalisé, l'outil et la démarche, soit un simple outil, mais que vraiment, c'est à la façon dont ce dernier il devient le fil conducteur du parcours de la personne accompagnée dans un environnement qui va favoriser son engagement et son autodétermination. Donc, c'est un cadre qui permet vraiment de voir la façon dont la HAS aborde ce projet d'accompagnement, à la fois dans le référentiel, mais aussi ce qui est traduit dans les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé. Donc, on a ce cadre du projet d'accompagnement qui appelle quand même deux questions. C'est quand on parle d'engagement de l'usager, qu'attend la Haute Autorité de santé sur le terme « engagé ». Alors, il faut savoir que la Haute Autorité de santé a publié une recommandation qui s'intitule « Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans le secteur social, médico-social et sanitaire » et qu'au travers de cette publication, elle définit l'engagement de l'usager, qu'elle définit comme toute forme d'action individuelle ou collective qui va être au bénéfice de la santé, du bien-être ou de la qualité de vie de la personne accompagnée ou de ses pairs. Cette recommandation, elle dit, et elle fait écho à mes propos précédents, qu'elle nécessite l'engagement des professionnels et des décideurs, tant dans le soin que de l'accompagnement social et médico-social, que dans l'amélioration des pratiques et des organisations. Et par ailleurs, dans cette recommandation, la HAS pose clairement que cet engagement conjoint, il concourt à un meilleur service rendu aux personnes concernées et à l'augmentation de leur pouvoir d'agir. Et on y voit apparaître un élément incontournable qui est l'autodétermination. Ariel, l'autodétermination, du coup, de quoi on parle? Voilà. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, hein. Vous avez remarqué que ça devient un terme un peu générique, ce qui fait qu'on a parfois du mal à savoir s'il y a des pratiques à l'œuvre très concrètes.
Donc, l'idée, c'est quand même de refaire un petit tour théorique, hein, malgré tout, et en tout cas définitionnel, sur qu'est-ce que c'est que l'autodétermination. C'est vrai que la Haute Autorité de Santé reprend une définition qui fait consensus, hein, qui est une définition issue de Wemeyer et Sands, hein, que peut-être la plupart d'entre vous ont déjà pu prendre connaissance et mettre en œuvre. Donc, si on repart de cette définition, on dit que l'autodétermination, on peut la définir comme un ensemble d'habilités et d'attitudes qui sont requises pour agir comme un agent causal de sa propre vie, hein, c'est-à-dire voilà, un acteur de sa propre vie, pour faire des choix et prendre des décisions en regard de sa qualité de vie, donc de la qualité de vie de la personne, et c'est elle qui va définir ce qui fait qualité de vie pour elle. Hein, donc, cette notion d'autodétermination va jusqu'à comment je définis la vie bonne pour moi, hein, donc, et comment ce n'est pas l'autre qui la définit à ma place. Libre de toute influence externe, ce qu'on évoquait, influence externe excessive ou d'interférence. Donc, cette notion-là définit l'agent causal comme celui qui induit et contrôle les événements qui se produisent dans sa vie. Alors ça, c'est effectivement, on est dans une définition, donc dans quelque chose qui est peut-être un petit peu plus absolu. Donc, c'est aussi des notions de principe, de respect de l'autonomie et donc de la dignité qui en découle de la personne, que l'on va retrouver un soubassement philosophique derrière cette définition. Mais si on passe à des choses un petit peu plus concrètes, on va dire, de façon manifeste, c'est la possibilité, ou concrète, ou réelle et tangible, c'est la possibilité de prendre des décisions. Donc, ça veut dire rendre possible pour l'autre le fait qu'il puisse prendre des décisions. Selon ses préférences, donc ça suppose que les préférences soient interrogées. Et donc là, vous voyez qu'on reboucle vers cette question du projet personnalisé. S'il n'y a pas d'observation, recueil, interrogation des préférences, eh bien déjà, on n'est pas tout à fait dans une démarche qui va favoriser l'autodétermination. Mais ça peut être aussi sur le champ des valeurs et des objectifs de la personne. Sans interférence externe non justifiée, ça veut dire que si vous étiez amené à justifier au titre d'un projet personnalisé, à faire des préconisations ou à prendre des décisions, eh bien, il va falloir que vous trouviez les moyens de les justifier, vos interventions, puisqu'elles viennent peut-être contrecarrer les préférences ou les décisions de la personne. De façon à ce que la personne augmente le contrôle sur sa propre vie, parce que pour tout à chacun d'entre nous, et ce n'est pas uniquement en lien avec la personne qui est en perte d'autonomie, qu'elle soit en situation de handicap, un enfant ou qu'elle soit une personne âgée, c'est que c'est une composante à la qualité de vie pour tout à chacun de pouvoir avoir du contrôle sur sa propre vie. Ce qui fait que c'est là où on voit que cette notion d'agent causal qui traduit la capacité d'une personne à faire des choix et à agir sur sa propre vie pour elle-même et par elle-même est fondamentale. Et cette définition de 1996, on la retrouve traduite de toute façon dans le soubassement et dans les articles très clairs des différentes lois, hein, que ce soit la loi de 2002, la loi de 2005, mais aussi la loi de 2009 relative aux majeurs protégés, mais on va le retrouver dans une loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient avec le choix de la possibilité de refuser les soins. Donc, de toute façon, quel que soit le terrain des vulnérabilités sur lesquels on va aller, on va retrouver ces notions d'autodétermination parce que derrière, il y a un concept d'autonomie qui est puissant. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui permettent de caractériser et de vous mettre sur la voie quand on travaille sur la question du projet personnalisé d'accompagnement. Ça doit pouvoir vous mettre sur la voie d'indicateurs qui permettent de vérifier si votre démarche institutionnelle, collective ou à l'échelle plus individuelle est bien ancrée dans cette conception de l'autodétermination qui est une composante forte du référentiel, comme vous le verrez un petit peu plus tard et comme vous l'avez compris d'entrée de jeu. Donc, il y a des éléments constitutifs qu'il faut, donc si on peut passer la diapo, 4 éléments qui constituent les fondements du mécanisme d'autodétermination. C'est-à-dire que l'autodétermination, ça ne se décrète pas. Il y a des mécanismes à mettre en œuvre, puisqu'effectivement, la faculté de décider ou de choisir, c'est ce qu'on va nommer l'autonomie,
y compris sur des toutes petites choses, préférer la purée de petits pois à la purée de céleri, par exemple, y compris à l'échelle des préférences. Et bien là, on vient consacrer l'autonomie dès lors que l'on considère que la personne a une faculté, qu'elle soit entière ou altérée, de décider, de choisir. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et donc, ça, c'est un principe de base, y compris pour les personnes très diminuées ou qui ont des déficits importants ou une perte d'autonomie importante. On pense aux populations âgées qui ont des démences, par exemple. Donc ça, c'est une première notion. Un deuxième élément de mécanisme, c'est la capacité qui est liée à l'autorégulation. C'est la façon dont les personnes peuvent être amenées à définir des étapes pour parvenir à ces objectifs. Et donc, dans la logique du projet personnalisé, c'est aussi quel mécanisme d'intervention vous mettez en place pour faciliter cette autorégulation, c'est-à-dire comment vous travaillez à l'échelle du projet personnalisé pour scander des objectifs, notamment à travers le réalisme des objectifs, pour que la personne puisse parvenir à sa cible. D'accord ? Et puis aussi un pouvoir psychologique lié à la connaissance que les personnes peuvent avoir d'elles-mêmes. Et donc, on sait bien que ça peut être compliqué. Pour que les personnes puissent découvrir en expérimentant, s'il n'y a pas d'expérimentation, s'il n'y a pas d'essai à l'erreur, s'il n'y a pas de mise en situation écologique, eh bien, on va diminuer le pouvoir psychologique des personnes puisqu'elles vont moins bien se connaître. Hein. D'accord ? Donc, les présupposés d'incompétence ou d'incapacité vont limiter les expérimentations et donc vont limiter la possibilité pour la personne de connaître, de se repérer pour elle-même et d'avoir du pouvoir sur elle-même, pour pouvoir ensuite s'auto-réaliser, pour pouvoir réaliser par elle-même. Donc, on voit bien que c'est plusieurs composantes et que les cibles du projet personnalisé vont quelquefois être à un échelon parce que c'est compliqué d'aller sur l'ensemble, mais que ça doit pouvoir venir soutenir une progression pour la personne. Et que c'est bien un mécanisme avec une progression. Donc, moi, j'ai proposé un petit support YouTube que vous pouvez aussi aller consulter à l'issue de ces minutes qualité, qui est issu d'une présentation de Barbara Fontana-Lana qui modélise cette question de l'autodétermination et qui propose ce schéma. C'est une compétence, l'autodétermination. Ce n'est pas un présupposé non plus pour tous, y compris pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour tout un chacun. C'est une compétence qui se développe et qui s'apprend. Et donc, la logique du projet personnalisé, qui est une logique de projet, de projeter devant, eh bien, doit pouvoir intégrer le développement de cette compétence. Pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre, donc il faut donner des conditions pour apprendre. Il faut s'entraîner. Ça passe par l'expérimentation et par l'erreur. Donc, on a un droit à l'erreur. Donc, on a un droit au risque. Et donc, parce que s'il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas de risque, donc il n'y a pas d'apprentissage, et que c'est un processus tout au long de la vie, donc qui s'adapte bien à cette dynamique du projet personnalisé, qui est une dynamique itérative, dynamique récurrente, qui a des étapes, qui se révise régulièrement. Donc, c'est une notion qui s'applique bien à la question de l'élaboration, la co-construction et l'évaluation des projets personnalisés. Et c'est une notion qui traverse les trois dimensions que Noémie évoquait, la dimension individuelle, collective et institutionnelle. Voilà. Merci Ariel. Ces éléments de définition nous semblaient extrêmement importants à poser pour vraiment comprendre la lecture des attendus de la Haute Autorité de Santé dans ces trois dimensions qui sont traduites dans les trois chapitres du référentiel de la Haute Autorité de Santé. Et d'ailleurs, c'est une thématique, nous on a intitulé la thématique de notre MQMS projet d'accompagnement, mais cette thématique est portée au sein du référentiel comme la thématique de la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement. Donc, on y voit tout son sens. Et on va tout de suite laisser la parole à Élise qui va nous décrypter ces attendus de la Haute Autorité de Santé. Merci Noémie. Donc effectivement, on va voir maintenant quels sont les attendus sur la thématique du projet d'accompagnement au sein du référentiel de la Haute Autorité de Santé.
Donc déjà, pour commencer, un petit rappel sur l'organisation du manuel HAS. Donc, il est composé de 3 chapitres. Vous allez retrouver un chapitre sur la personne, un deuxième chapitre sur les professionnels et un troisième chapitre sur le SSMS. La thématique de la co-construction et de la personnalisation du projet d'accompagnement est abordée au sein de chacun de ces chapitres. Donc, sur le chapitre 1, on va retrouver 2 objectifs en lien avec la thématique du projet d'accompagnement. Donc, le premier objectif, c'est la personne est actrice de la personnalisation de son projet d'accompagnement. Et le deuxième objectif, c'est l'entourage est associé dans l'accompagnement de la personne. Sur le chapitre 2, on va retrouver un objectif unique qui est les professionnels adaptent avec la personne son projet d'accompagnement au regard des risques auxquels elle est confrontée. Et sur le chapitre 3, on a également un unique objectif qui est le SSMS co-construit sa stratégie d'accompagnement et son inscription dans le territoire dans une approche inclusive. Donc, ces objectifs vont ensuite être déclinés en critères. Et pour vérifier que les critères sont bien atteints, les prestataires, donc les évaluateurs externes, vont s'appuyer sur des éléments d'évaluation. Donc, ces éléments d'évaluation, vous allez pouvoir les retrouver dans le manuel HAS et ils vont être classés en différentes catégories, en différents moyens. Donc, les prestataires externes vont pouvoir utiliser des entretiens. Donc, ils vont, par exemple, mener des entretiens avec la personne accompagnée, avec les membres du CVS, avec les professionnels et également avec la gouvernance de la structure. Ils vont pouvoir aussi mener une consultation documentaire, donc c'est-à-dire aller chercher dans les documents, dans le dossier de la personne, par exemple, une trace de la co-construction du projet d'accompagnement. Et puis, ils vont également pouvoir mener des observations sur le terrain, donc ça peut être un aménagement ou un affichage dans la structure. Voilà, donc pour illustrer, on vous a remis ici un extrait du manuel HAS où donc on a bien la thématique sur la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement. Associé à cette thématique, on a un objectif qui est décliné. Donc, c'est là, ici, l'objectif 1.10, qui est donc la personne est actrice de la personnalisation de son projet d'accompagnement. Et cet objectif est lui-même décliné en critères. Donc là, en l'occurrence, c'est le critère 1.10.4, qui est donc les professionnels co-construisent avec la personne et son entourage son projet d'accompagnement. Et comme je vous le disais, pour vérifier que le critère est bien atteint ou est bien mis en place, les évaluateurs externes vont s'appuyer sur des éléments d'évaluation que vous avez dans l'encadré ici, qui sont donc classés en différentes catégories. Et là, en l'occurrence, sur cette fiche-là, on a 2 types d'éléments d'évaluation qui sont donc l'entretien avec les professionnels et la consultation documentaire. Donc voilà pour les petits éléments de cadrage. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur la thématique du projet d'accompagnement avec une présentation des objectifs et des critères associés donc sur cette thématique-là au sein du manuel de la Haute Autorité de Santé. Alors, ce n'est pas la partie la plus digeste du webinaire, mais voilà, il nous a quand même paru intéressant de vous présenter aujourd'hui le contenu même du référentiel sur la thématique du projet d'accompagnement. Donc là, nous sommes sur le chapitre 1 du manuel HAS où on a bien donc 2 objectifs qui sont présentés. Donc, sur le premier objectif, qui est, je vous le rappelle, la personne est actrice de la personnalisation de son projet d'accompagnement, on a 6 critères qui sont déclinés. Le premier critère aborde l'étape de premier contact. Donc, on va en fait se questionner sur est-ce que la personne exprime ses attentes sur son projet d'accompagnement. Les 3 autres critères, donc le point 2, le point 3 et le point 4, vont plus aborder la co-construction du projet d'accompagnement. Donc, on va s'interroger sur est-ce que la personne avec son entourage et les professionnels en équipe co-construisent le projet d'accompagnement. Le point 3, c'est est-ce que les professionnels évaluent les besoins de la personne pour construire le projet d'accompagnement en utilisant des outils d'évaluation validés. Le point 4, c'est les professionnels co-construisent avec la personne et son entourage son projet d'accompagnement. Le 5e critère, on est plus sur la mise en œuvre du projet.
où là, donc, le critère, c'est les professionnels mobilisent les ressources internes ou externes et les outils pour mettre en œuvre le projet d'accompagnement de la personne. Et enfin, le dernier critère, le point 6, on est plus sur la coévaluation, la réévaluation du projet. Les professionnels assurent la traçabilité et réévaluent le projet d'accompagnement avec la personne chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Et puis, on a ensuite un deuxième objectif. Donc, on est toujours dans le chapitre 1 sur la personne. Le deuxième objectif est plus sur l'entourage qui est associé dans l'accompagnement de la personne. Et là, on a donc 2 critères qui sont déclinés. Donc, le point, c'est la personne définit avec les professionnels la place de son entourage dans son accompagnement. Et le point 2, c'est les professionnels qui vont informer, orienter ou accompagner l'entourage vers les dispositifs de prévention, de soutien et de répit existants. Donc, pour vérifier que ces critères sont bien atteints, je vous le disais, les évaluateurs externes vont s'appuyer sur des éléments d'évaluation qui sont présents donc, dans chacune des fiches du manuel. Donc là, en l'occurrence, sur ce chapitre 1, sur la thématique du projet d'accompagnement, on a deux catégories d'éléments d'évaluation qui seront utilisés par les évaluateurs. Le premier type, c'est des entretiens qui vont être menés avec la personne et avec les professionnels pour échanger autour de comment est déployée, comment est mis en œuvre la démarche du projet d'accompagnement. Et puis, les évaluateurs externes vont également faire une recherche documentaire, donc ils vont aller regarder dans les documents pour aller rechercher s'il y a une trace de l'évaluation des besoins dans le dossier de la personne. Également, quels sont les outils d'évaluation que la structure utilise pour recueillir les besoins de la personne. Est-ce qu'il y a une trace de la co-construction du projet dans le dossier de la personne? Est-ce qu'il y a une trace qui identifie les ressources mobilisées par la structure dans le cadre du projet de la personne? Est-ce qu'il y a une liste des partenariats qui est mobilisable? Est-ce qu'il y a une trace qui prouve que le projet est bien réévalué tous les ans? Et puis, est-ce qu'il y a une trace qui permet de démontrer qu'il y a une information, une orientation ou un accompagnement de l'entourage par les professionnels? Donc voilà pour le chapitre 1. Sur le chapitre 2, la thématique du projet d'accompagnement se retrouve au travers du critère 2.4 qui est donc les professionnels adaptent avec la personne son projet d'accompagnement au regard des risques auxquels elle est confrontée. Donc là, on a sur cet objectif-là 7 critères qui sont déclinés. Le premier critère, donc le point 1, c'est les professionnels qui vont adapter le projet d'accompagnement au risque de fugue ou de disparition auquel la personne est confrontée. Le point 2, on est sur les risques liés aux addictions et conduites à risque auxquelles la personne est confrontée. Sur le point 3, on est sur les risques liés aux chutes auxquelles la personne est confrontée. Le point 4, on est sur les risques de dénutrition, malnutrition et les troubles de déglutition auxquels la personne est confrontée. Le point 5, on est sur les risques liés à la sexualité auxquels la personne est confrontée. Le point 6, sur les risques de harcèlement ou d'abus de faiblesse. Et le point 7, sur les risques de radicalisation ou de prosélytisme auxquels la personne est confrontée. Donc, encore une fois, pour vérifier que ces critères sont bien mis en place ou sont bien atteints, les évaluateurs vont s'appuyer donc sur des éléments d'évaluation. Donc là, sur le chapitre 2, on a 2 types d'évaluation, d'éléments d'évaluation qui seront utilisés par les évaluateurs. Donc, on a des entretiens qui seront menés auprès des professionnels et puis également une consultation documentaire qui sera réalisée, où là, les prestataires vont aller rechercher s'il y a une trace de l'évaluation des risques auxquels la personne est confrontée, donc c'est-à-dire l'ensemble des risques que je viens de vous citer avant, à la fois risque de fugue, addiction, dénutrition, harcèlement, et surtout s'il y a eu une adaptation du projet d'accompagnement de la personne au regard de ces risques-là. Est-ce qu'il y a également, au niveau des documents de la structure, des procédures associées aux risques? Et puis, est-ce qu'il y a une liste des partenaires qui peut être mobilisable en lien avec ces mêmes risques? Donc voilà pour le chapitre 2 sur les professionnels. Et enfin, le chapitre 3 sur le SSMS. Donc là, on a également un objectif unique
sur le projet d'accompagnement. Donc, c'est l'objectif 3.4 qui est le SSMS co-construit sa stratégie d'accompagnement et son inscription dans une approche inclusive. Donc, on a 5 critères qui sont déclinés. Le premier critère, c'est donc le SSMS met en œuvre une approche inclusive des accompagnements qui sont proposés. Le point 2, c'est le SSMS qui va s'inscrire dans des partenariats pour enrichir son offre d'accompagnement au bénéfice des personnes. Le point 3, c'est le SSMS qui s'inscrit dans des projets communs avec les partenariats du territoire pour renforcer l'offre d'accompagnement. Le point 4, c'est le SSMS qui est force de proposition et d'innovation pour améliorer la qualité des accompagnements et les modalités d'intervention. Et enfin, le point 5, c'est le SSMS qui développe des actions d'ouverture à et sur son environnement pour favoriser les interactions et les partenariats. Alors, toujours dans la même dynamique, que vont aller chercher les prestataires pour vérifier que ces critères sont bien atteints? Donc, ils vont là encore s'appuyer sur des entretiens, mais qui seront cette fois-ci menés auprès de la gouvernance de la structure. Et puis, ils vont encore réaliser une consultation documentaire pour aller rechercher quelle est la stratégie de l'établissement en matière d'accompagnement de la personne. Donc, ils vont notamment aller rechercher tous les documents qui décrivent la stratégie de l'ESSMS en matière d'approche inclusive. Donc, ça peut être voilà, un petit topo sur le sujet dans le projet d'établissement ou dans le livret d'accueil ou dans le règlement de fonctionnement. La liste des partenaires qui sont mobilisables, tous documents qui vont démontrer l'inscription de la structure dans les projets communs avec les partenaires. Également, tous documents qui vont démontrer l'engagement de la structure dans les actions d'innovation. Et puis, enfin, des documents qui vont permettre de démontrer les actions d'ouverture de l'ESSMS à et sur son environnement. Donc voilà pour, on va dire, un balayage du manuel HAS sur les différents chapitres qui abordent la thématique du projet d'accompagnement. Je vais maintenant repasser la parole à Noémie qui va vous faire peut-être une digestion un peu plus pratico-pratique de cette théorie-là avec justement quelle déclinaison institutionnelle on peut en faire. Merci Élise. Donc, comme vous avez pu le voir, on voit que dans les attendus du référentiel de la Haute Autorité de Santé, la thématique du projet d'accompagnement, c'est une thématique qui rassemble un grand nombre de critères, que ce soit pour la personne accompagnée, pour les professionnels ou pour l'établissement. Ce qui veut dire que il faut repositionner ces attendus de critères dans une déclinaison institutionnelle, ou du moins comment on peut intégrer au mieux le projet d'accompagnement pour qu'il soit complètement le fil conducteur de la personnalisation et de l'accompagnement des personnes dans vos structures. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de regarder nos MQMS, c'est un schéma qu'on présente traditionnellement sur la façon dont le projet d'accompagnement s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue des pratiques. Tout d'abord en associant les besoins et les attentes des personnes accompagnées, qui doit être le point de départ, et Ariel l'a précisé aussi, à la fois sur l'échelle individuelle, mais aussi l'échelle collective et institutionnelle. Donc, on est bien sur une démarche qui s'appuie sur les besoins et les attentes des personnes accompagnées, et des personnes accompagnées avec le profil de personnes que vous accueillez au sein de vos structures. La déclinaison, elle ne va pas être la même quand on accompagne en soins infirmiers à domicile, dans une structure handicap ou dans une structure EHPAD. Et bien entendu, ça se positionne dans une démarche de qualité et de sécurité de l'accompagnement, et on l'a bien vu dans le chapitre 2, il y a des attentes fortes en matière de risque, donc qui doivent permettre de pouvoir être suivis au travers d'indicateurs de résultats qui peuvent être qualitatifs aussi et pas toujours quantitatifs. Et comme je le précisais, on est bien dans une démarche d'amélioration continue qui va permettre d'analyser les pratiques collectives et individuelles des professionnels en co-construction avec les personnes accompagnées. Donc, quand on dit ça, ça veut dire que dans un premier temps, on doit penser le déploiement du projet d'accompagnement à la fois dans une démarche de pilotage, en définissant une stratégie du cap que l'établissement souhaite donner dans sa démarche de projet d'accompagnement. Et puis, au-delà de ce cap, il doit y avoir une organisation, une structuration
de ce projet institutionnel pour que ce soit complètement inscrit dans les organisations. Mais on sait bien que ce n'est pas parce qu'on a défini et qu'on a mis des boîtes pour que ça puisse être mis en œuvre que les projets d'accompagnement sont réellement mobilisés, co-construits, évalués et qui font l'engagement d'actions co-construites avec les personnes accompagnées. Donc, ça nécessite aussi que dans cette déclinaison institutionnelle, il y ait tout un travail, des pistes de réflexion sur la façon dont on accompagne les équipes et la façon dont on accompagne les usagers, les personnes accompagnées. Donc, ça va reposer sur 2 principes. Un principe assez technique, hein, d'outillage, comment on forme les professionnels, à, mettre en œuvre un projet, évaluer, recueillir, accompagner la mise en œuvre des projets d'accompagnement et des projets personnalisés et comment on sécurise les pratiques, mais dans tous les sens du terme, qu'on sécurise la qualité de leurs pratiques et aussi, la sécurité de leurs pratiques dans la mise en œuvre de l'accompagnement. Et une dimension qui est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on a fait tout un focus sur la thématique de l'engagement et de l'autodétermination, c'est cette dimension de culture, c'est comment on favorise à la fois une approche pluriprofessionnelle, c'est-à-dire que le projet d'accompagnement, il va forcément mobiliser l'ensemble des professionnels qui vont accompagner la personne, et comment on favorise l'engagement de l'usager, de la personne accompagnée, dans la co-construction. Donc derrière tout ça, ça veut dire qu'on se pose un certain nombre de questions, alors qui sont à la fois sur les éléments de pilotage, sur la stratégie institutionnelle ou la structuration de la démarche. Clairement, et Élise l'a présenté, tellement attendu dans le référentiel. Donc je ne vais pas reprendre les critères associés, mais on voit bien que dans le chapitre 3, les attendus de l'établissement, on a un certain nombre d'attendus pour structurer sa démarche. Donc ces attendus-là et structurer sa démarche institutionnelle, l'organiser, la structurer, ça veut dire qu'on a le positionnement du projet d'accompagnement comme fondateur de votre projet institutionnel. Cela veut dire aussi que vous avez précisé dans votre projet institutionnel les axes de développement et les modalités de co-construction avec les bénéficiaires, les personnes que vous accompagnez. Ça veut dire aussi que, au-delà des axes, vous avez explicité, vous avez décrit, vous êtes en capacité de décrire les retombées pour les personnes accompagnées, ainsi que, vos potentiels, d'amélioration et les pistes, les objectifs que vous vous fixez dans votre projet institutionnel pour le projet d'accompagnement. Et au-delà du cap donné, c'est aussi clarifier les ressources qui sont à mobiliser et qui sont à prioriser pour que ce projet d'accompagnement, il puisse pleinement être intégré dans les pratiques et les organisations. Donc, ça veut dire, on refait le lien avec les plans d'action, ça veut dire que vous avez un programme, un plan de bataille qui est à la fois lisible, mais qui est partagé auprès de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les professionnels, mais aussi les personnes accompagnées ou encore le conseil de la vie sociale. Alors, derrière ça, il y a plein de questions à se poser. Un certain nombre de questions. La première que vous devez vous poser, et je pense que une fois que vous êtes posé cette question, et si la réponse est non, c'est par là où il faut débuter, c'est comment est positionné votre projet, le projet d'accompagnement au sein de votre projet d'établissement. Et quelles sont les valeurs d'engagement et d'autodétermination qui sont portées par votre structure et quelles en sont les priorités. Et je laisserai Ariel compléter sur ces valeurs d'autodétermination qui doivent être portées au sein de la structure. Comment vous allez partager votre dynamique auprès de vos partenaires, vos intervenants extérieurs? Et puis, de façon très opérationnelle, comment cette dynamique de projet d'accompagnement, elle s'amorce dès l'accueil de la personne? Ariel, tout à l'heure, tu évoquais dès le début de vie de la personne en fonction de la population accueillie. Je te laisse peut-être compléter sur cette partie et je reviendrai sur les éléments structurels et organisationnels juste après. Oui, oui, l'idée que cette question de l'autodétermination n'est pas qu'une question d'adultes ou n'est pas qu'une question de personnes disposant de ses pleins moyens cognitifs, intellectuels ou psychiques, que c'est intrinsèquement lié à la condition de sujet humain, c'est de se dire comment on ne court-circuite pas cette dimension, comment on l'aborde avec toutes les vulnérabilités qui sont en cause, et ça renvoie aussi justement à cette question de comment on évalue
justement ses capacités. Donc ça, c'est vraiment très accroché à cette question du projet personnalisé, mais au-delà de ça, de la déclinaison institutionnelle qui permet de porter cette logique de projet personnalisé avec toutes ses composantes. Donc, c'est vraiment un process très intégré, quoi. Ça, c'est pas l'idée que d'un côté, il y a un pilotage et que de l'autre côté, il y a de la mise en œuvre. C'est que les deux sont extrêmement intégrés. Donc, et quelles que soient les vulnérabilités qui sont en cause, hein, ça, je pense que c'est important parce que nous, Créaille, on agit beaucoup, par exemple, enfin, assez spécifiquement dans le champ du handicap, mais aussi en protection de l'enfance et dans le champ des personnes âgées. Mais c'est une question transversale. L'autodétermination n'est pas que le propre d'une catégorie de public. Donc ça, c'est vraiment, et ça doit pouvoir se traduire à l'échelle de vos projets d'établissement, de vos projets de service, de vos fonctionnements d'unité, de votre pluridisciplinarité, des partenariats que vous mettez à l'œuvre, etc. Donc, il y a toute cette dimension et qui va traduire que vous avez des valeurs d'engagement parce qu'à chaque fois, la place est faite pour cette question. Voilà. Et je voulais juste aussi rebondir par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que dans le pilotage institutionnel, il y a une instance qui n'est pas neutre, hein, une instance institutionnelle qui n'est pas que liée à l'organisme gestionnaire, aux composants de l'organisme gestionnaire, c'est le CVS. Et il se trouve que le législateur est assez logique et cohérent puisqu'il a produit une recommandation sur l'engagement, mais il a aussi produit un décret en avril 2022 qui vient confirmer, consolider le rôle du CVS. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps encore d'aller regarder ce décret du 22 avril 2022, je vous encourage parce que ça repositionne la composition et le rôle du CVS, ce qui veut dire que même à l'échelle non institutionnelle mais collective, on va replacer la question de l'engagement à travers aussi la place du CVS. Voilà. Merci Ariel. Insister sur ces points-là. Merci Ariel, et c'est vrai qu'au-delà de ce qu'on va définir et des éléments, des enjeux qu'on souhaite afficher dans le projet d'accompagnement, ça nécessite de se poser un certain nombre de questions en termes d'organisation et de façon très opérationnelle. Sur des sujets, par exemple, comment votre système d'information il va s'articuler autour du projet d'accompagnement ou comment il va favoriser le partage d'informations entre vos professionnels, mais aussi avec les partenaires extérieurs qui peuvent intervenir au sein de votre structure. Quelle marge organisationnelle, et là on est dans le dur du sujet, hein, c'est quelle marge organisationnelle vous mettez en œuvre pour l'individualisation de l'accompagnement. En d'autres termes, quel espace aujourd'hui existe pour avoir des temps avec la personne accompagnée, mais aussi en équipe pour questionner la personnalisation de l'accompagnement. Et du coup, quel lien vous faites avec votre politique managériale et votre politique de ressources humaines? Ariel l'a précisé, au-delà de la mise en œuvre opérationnelle, c'est comment le Conseil de la vie sociale il est mobilisé. Est-ce que dans le cadre du Conseil de la vie sociale, des propositions et des avis sur les évolutions sont mobilisés? Et puis, bien entendu, est-ce que ces modalités de mise en œuvre elles font l'objet de l'accompagnement des professionnels en termes de procédures, de formation, de sensibilisation et d'outillage? Et puis, bien entendu, à l'échelle institutionnelle, comment vous évaluez votre démarche, à la fois auprès des personnes, auprès des professionnels, mais aussi auprès des partenaires? Et bien entendu, quels sont les indicateurs qualitatifs et quantitatifs que vous mobilisez et que vous suivez? Donc, on voit bien que la part d'intégrer dans la politique institutionnelle est essentielle pour pouvoir mettre en œuvre ce projet personnalisé, ce projet d'accompagnement, mais que ça ne suffit pas, comme le disait Ariel, puisque c'est très transversal et ça va nécessiter aussi un accompagnement des professionnels et un engagement, un accompagnement auprès des professionnels. Juste là, sur la diapo suivante, s'il te plaît, Élise. Et peut-être juste aussi l'idée d'avoir dans vos projets d'établissement, de service, une dimension très liée aux apprentissages qui favorisent l'autodétermination. Souvent, on le voit un peu moins apparaître et on va le voir à l'échelle individuelle, mais pas forcément à l'échelle d'une structuration qui va permettre cette entrée autodétermination. Enfin, j'insiste un peu sur cette question-là, mais...
Alors, le deuxième volet qui a été abordé par Élise, c'est tout le volet d'accompagner les équipes, les former, sécuriser les pratiques qu'on va retrouver effectivement dans le chapitre 2 du référentiel, avec un prisme pris par la HAS de considérer que l'adaptation du projet d'accompagnement, il doit être fait au regard des risques qui sont liés aux fugues ou à la disparition, aux addictions, aux chutes, à la dénutrition, à la sexualité, au harcèlement, aux abus de faiblesse, à la radicalisation ou au prosélytisme. Et ça fait complètement écho au précédent MQMS qu'on a pu faire avec Miguel Jean de l'espace de réflexion éthique, de bien avoir l'individualisation de l'accompagnement dans une démarche de réflexion équipe. Ça veut dire que quand on accompagne les équipes à sécuriser leurs pratiques, c'est de structurer une démarche de mise en œuvre du projet personnalisé qui va être vraiment dans une inscription pleine dans les organisations et dans les pratiques, sur les temps d'analyse, de co-construction, de mise en œuvre, mais aussi de co-évaluation. Ça veut aussi dire qu'il faut mettre en œuvre des espaces pluriprofessionnels de coordination et de suivi de ce projet personnalisé, qui va vraiment être le fil conducteur de l'accompagnement. Et puis, on l'a dit à plusieurs reprises, d'outiller les professionnels pour le repérage de ces situations à risque. Donc, derrière cette inscription et dans l'accompagnement des équipes, il y a un certain nombre de questions que vous pouvez déjà vous poser. Alors, Élise, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. C'est est-ce que le projet personnalisé, il fait l'objet d'une procédure institutionnelle connue des professionnels? Alors, derrière la procédure institutionnelle, c'est est-ce que ça fait l'objet d'un cadre d'étapes clés qui sont organisées et qui sont connues des professionnels? Et est-ce que cette procédure ou ces attendus, elle précise les attendus à chaque étape du projet personnalisé sur le parcours de la personne accompagnée? Est-ce que vous avez un ou des référents qui sont identifiés et mis en œuvre? Est-ce que votre projet personnalisé, c'est le fil conducteur des modalités de coordination et de partage d'informations pluriprofessionnelles? Quels sont les outils que vous avez mis à disposition des professionnels à chaque étape du projet personnalisé? Et comme le précise la HAS, est-ce qu'ils sont validés et notamment est-ce qu'ils sont adaptés au profil de personnes que vous accueillez en fonction de leur vulnérabilité, du handicap, de leur compréhension, de leur autonomie? Et puis, quelles ressources elles sont mises à disposition des professionnels pour le repérage des situations à risque, formation, partenaires, analyse de pratique, etc. Donc, on vous fera un zoom spécifiquement sur ce sujet puisque à Calirel Santé, on a publié des guides en 2019, 2017 puis 2019 sur le chemin des attentes des usagers, le projet personnalisé. Vous allez retrouver un certain nombre de ressources qui vous permettent d'accompagner les professionnels. Et puis, je vous rappelle aussi, et Marion le précisera tout à l'heure, que dans notre outil annuaire de premier niveau d'appropriation du référentiel, vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les ressources externes des partenaires qui peuvent vous accompagner, notamment pour intégrer le repérage des situations à risque. Enfin, sur le dernier chapitre, parce que je vois que le temps avance, nous avons toute la partie essentielle d'accompagner les usagers. Alors, la HAS l'a mis en chapitre 1, donc ça veut dire que c'est bien les principes fondateurs. Là, pour cette déclinaison institutionnelle, on l'a mis en 3e temps, mais bien entendu, ça doit être le début, le point de départ de vos démarches. Donc là, on voit que dans ce chapitre 1, on a un certain nombre d'attentes en termes d'expression, de co-construction, et puis d'association de l'entourage et de définition de leur place. Et j'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur la personne de confiance qu'on pourra aborder dans le temps de questions-réponses. Donc, quand on parle d'accompagner les usagers, ça veut dire qu'on a une démarche qui est structurée sur la mise en œuvre du projet personnalisé, de la même façon qui va intégrer ce temps de place de la personne accompagnée à chaque étape de la mise en œuvre du projet personnalisé. Ça veut dire qu'on intègre la place de la personne accompagnée comme membre à part entière de l'équipe à chacune de ces étapes, qu'on outille bien entendu les professionnels pour faciliter la mobilisation de l'usager. On verra sur les outils d'accessibilité à l'information, qu'on clarifie la place de l'entourage dans le processus de mise en œuvre du projet d'accompagnement. Et l'entourage, effectivement, ne se résume pas qu'à la personne de confiance. C'est bien l'entourage désigné par la personne accompagnée, le souhait, avant tout les souhaits de la personne accompagnée. Et puis, on dispose de ressources internes et externes pour l'accompagnement de cet entourage. Donc, de la même façon, vous avez un certain nombre de questions à vous poser au travers de l'accompagnement et l'engagement des personnes accompagnées.
c'est est-ce que le projet personnalisé, il incarne véritablement le fil conducteur de l'accompagnement pour la personne? Est-ce que ce projet, personnalisé, donc la démarche, l'outillage, est-ce que c'est un outil avec la personne accompagnée, mais pas uniquement un outil pour les professionnels? Est-ce que la place et le rôle de l'entourage et des aidants, elle fait l'objet d'une communication qui est éclairée auprès des personnes, concernées sur la place qu'ils souhaitent donner et la place qu'ils peuvent prendre dans le projet personnalisé? Est-ce que vous mobilisez des outils validés dans le cadre de l'analyse des besoins? Alors des outils validés en termes de recueil de l'autonomie, de la vulnérabilité, de l'autodétermination et cetera, mais aussi des outils qui sont adaptés à l'accessibilité des publics que vous accueillez. Des outils qui utilisent la méthode facile à lire et à comprendre, l'utilisation de petits pictogrammes, d'illustrations ou la variation, des supports qui permettent vraiment, heu, à la personne accompagnée de pouvoir, avoir un niveau d'accessibilité et de compréhension de l'information qui lui est délivrée. Quelles sont les organisations qui sont mises en place à chaque étape du projet personnalisé pour favoriser l'engagement de la personne accompagnée, à la fois en termes de recueil et de réévaluation des attentes et des besoins, et puis aussi en termes de ressources, internes et externes. Donc on voit bien que la question de l'engagement des personnes accompagnées, c'est une question qui doit être mise en place à l'échelle de l'inscription institutionnelle, mais aussi sur la déclinaison très concrète, du projet d'accompagnement. J'avais envie d'insister, si juste en 30 secondes, sur cette question de l'accessibilité, parce que c'est un enjeu clé que l'on va retrouver traduite dans les pratiques professionnelles. Est-ce que la communication est accessible pour la personne? Et on va le retrouver aussi à l'échelle des pratiques qui sont partagées au sein d'une équipe. C'est-à-dire, est-ce que la question de la communication accessible, adaptée, alternative, augmentée est partagée au sein de l'équipe et à l'échelle aussi institutionnelle à travers l'investissement formation de l'institution auprès de ces professionnels pour faciliter cette communication qui était un élément, une composante fondamentale de l'autodétermination. Donc, on vous a remis pour conclure le petit schéma qu'on a mis dans les propos introductifs pour bien repositionner le fait que le projet d'accompagnement ne peut pas se résumer au simple outil du projet personnalisé, mais qui s'inscrit bien dans l'engagement des personnes accompagnées et dans une démarche inscrite dans la stratégie de l'établissement, et tout ça en co-construction et qui va nécessairement faire changer et adapter les pratiques et les organisations. Alors pour tout ça, c'est un vaste programme, le projet d'accompagnement. On le sait bien, qui est, de plus en plus difficile à mettre en œuvre dans le cadre des difficultés, des ressources, humaines des établissements, dans les organisations qui sont mises en place. Donc il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles pour avancer, alors qui sont loin d'être exhaustives bien entendu, mais qui peuvent vous permettre de re-questionner vos pratiques et vos organisations. Je te laisse la parole. Merci. Effectivement, vous avez à votre disposition un certain nombre de ressources pour déjà commencer ou continuer à avancer sur la thématique du projet d'accompagnement. Donc, vous avez déjà la Haute Autorité de Santé qui a publié une recommandation de bonnes pratiques professionnelles en 2008 sur les attentes de la personne et le projet personnalisé. Associé à cette recommandation, vous allez retrouver sur le site de la HAS une synthèse, une synthèse beaucoup plus courte que la recommandation qui permet de reprendre les éléments clés de la publication. Et puis en 2018, la HAS a également publié un deuxième document qui s'intitule donc Fiche repère sur le projet personnalisé, une dynamique de parcours d'accompagnement qui est plus à destination des EHPAD, mais qui est finalement quand même assez transposable aux autres secteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces documents-là qui sont bien entendu téléchargeables sur le site de la Haute Autorité de Santé. En parallèle, à Calirel Santé, nous avons travaillé sur des fiches synthèses de recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur les différentes thématiques qui sont abordées au sein des recommandations de bonnes pratiques. Et bien sûr, vous allez en retrouver une sur le projet personnalisé.
Donc, ces fiches synthèse, elles sont toutes construites de la même façon. On va retrouver un premier encart sur l'objectif et le résumé de la recommandation. Ensuite, vous avez donc une synthèse schématique de la recommandation sur, là en l'occurrence, le projet personnalisé. On va retrouver donc les 5 étapes de la démarche du projet personnalisé. Et puis, au verso de la fiche, vous avez un petit quiz qui vous permet à vous ou aux équipes de vous questionner et de conforter vos connaissances sur la thématique du projet personnalisé. Et également, vous avez sur cette même fiche un petit encart pour inscrire quelles sont vos pratiques au sein de la structure sur la mise en œuvre ou l'organisation autour du projet personnalisé. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Elles sont disponibles sur le site internet de Calirel et elles sont assez visuelles et bien accessibles aux équipes. En parallèle, vous avez également à votre disposition 2 guides méthodologiques. Ces guides méthodologiques ont été développés dans le cadre du projet CAP. Alors CAP, ça veut dire sur le chemin des attentes des usagers, le projet personnalisé. Donc c'est un projet qui a été mené en 2013 auprès du secteur EHPAD et handicap et qui ensuite a été redigéré pour le secteur des SIAD en 2019. Donc, vous allez avoir 2 guides qui sont à votre disposition, un plus spécifique sur les EHPAD et le secteur handicap et un second sur le secteur des SIAD. Le contenu de ces guides, donc voilà, on vous a remis ici le sommaire. On va retrouver des prérequis sur l'organisation, la structuration, comment s'organiser et bien structurer la démarche du projet personnalisé avant de mettre en œuvre justement la démarche. Ensuite, vous avez toute une deuxième partie sur les différentes étapes de mise en œuvre du projet personnalisé, à savoir donc les premiers contacts, la co-construction, la mise en œuvre et la coévaluation. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ces guides, c'est que vous allez pouvoir retrouver des exemples de documents, des exemples d'outils pour vous aider à déployer cette démarche de projet personnalisé. Donc, par exemple, un exemple de fiche de mission du référent se trouve en annexe du guide. Vous allez également avoir un exemple de contrat de séjour ou un tableau de bord d'indicateurs sur le projet personnalisé. Donc, ces outils, ils sont assez transposables, peu importe les secteurs. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les 2 guides, même si ce n'est pas forcément le guide qui correspond à votre secteur. Vous allez quand même pouvoir trouver des informations qui pourront vous intéresser. En parallèle de ces 2 guides, vous avez également à votre disposition des vidéos explicatives sur le projet personnalisé, toujours, qui sont disponibles sur le site internet de Calirel Santé. Donc, vous avez 4 vidéos au total. Les 3 premières sont, on va dire, un peu plus théoriques. La première vidéo va aborder tout ce qui est définition et cadre réglementaire autour du projet personnalisé. La deuxième est plus sur les aspects organisationnels, donc comment vous organisez, comment structurer votre démarche. La troisième est plus sur la mise en œuvre de la démarche du projet personnalisé. Et puis enfin, la quatrième est plus pratico-pratique, où on va retrouver des témoignages d'établissements sur les différentes étapes de la démarche du projet personnalisé, où donc les structures ont accepté de nous faire un retour d'expérience sur comment ils mettaient en place le projet personnalisé dans leur établissement. Donc, on aura l'occasion de visionner cette dernière vidéo à la fin du webinaire pour ceux qui le souhaitent. Et puis, en parallèle des vidéos, vous avez également à votre disposition des outils d'évaluation pour donc vous évaluer sur la thématique du projet personnalisé. Et là, je te laisse, Marion, compléter, puisque c'est toi qui as mené cette campagne d'évaluation en 2019. Donc, on vous propose de renouveler justement cette évaluation qu'on a pu faire en 2019, pardon, en 2022-2023. Et pour cela, en fait, on va s'appuyer de 2 volets. Donc, un volet diagnostic organisationnel qui va vous permettre soit de faire un état des lieux, soit d'identifier les points forts et les points d'amélioration dans votre organisation en faveur de la mise en œuvre du projet personnalisé. Et un volet 2 qui est un audit de dossier pour voir si vous avez tous les éléments pour évaluer la mise en œuvre opérationnelle du projet personnalisé
et identifier les points forts et les points d'amélioration de votre démarche lorsque vous réalisez les projets personnalisés. Donc, ces 2 outils-là, on vous propose en fait de faire une évaluation régionale comme on a l'habitude de faire. On a défini une réunion de lancement de ce projet, donc vous avez dû avoir la communication le 8 novembre prochain, de 14h30 à 16h. Pour ceux qui ne pourront pas y participer, il sera disponible en replay et on vous enverra à la suite de cette réunion de lancement qui est importante de participer pour comprendre l'ensemble du projet. Cette évaluation se déroulera entre décembre et janvier 2023. Et du coup, on vous proposera du coup de vous engager dans cette évaluation avant début décembre 2022. Donc, on vous a remis des petits éléments de l'évaluation 2019. Donc, en 2019, il y a 45 établissements du secteur handicap qui ont participé, 39 EHPAD et 4 SIAD. Et il y a presque 2000 dossiers qui ont été évalués. Et il y a eu des points forts et des points d'amélioration qui ont été déterminés. Donc, je ne vais pas détailler pour laisser place aux questions, mais on reviendra en fait, l'idée d'une évaluation régionale, c'est aussi de revenir sur ces points forts et ces points d'amélioration, essayer de vous donner des clés pour vous améliorer sur vos évaluations. Merci Marion. Et c'est vrai que l'opportunité de cette campagne d'évaluation qu'on vous propose, c'est aussi, au regard de tout ce qu'on a pu présenter en termes d'attendus, et puis quelque part de se re-questionner si au niveau de vos établissements, tout est bien mis en œuvre à la fois dans votre projet, mais aussi dans l'accompagnement des équipes et l'accompagnement des personnes. Participer à cette évaluation, ça vous permet quand même de faire un état des lieux au regard des attendus et d'avoir vraiment une photographie à un instant T. Donc, c'est une opportunité qu'on vous invite vraiment à saisir. Et on avait eu, ceux qui le souhaitent pourront regarder les petits témoignages des établissements. Ça crée une dynamique de réflexion et de questionnement sur les pratiques. Juste un petit zoom parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Vous avez dans notre outil d'appropriation du référentiel l'annuaire des ressources à retrouver, notamment sur l'identification, l'intégration des risques, l'adaptation du projet d'accompagnement aux risques repérés. On vous a mis au regard de chaque critère du référentiel les ressources de nos collègues en région et des ressources que vous avez aussi à Calirel Santé qui peuvent vous aider. Donc, vous allez retrouver à la fois l'espace de réflexion éthique, mais aussi le côté hygiène ou encore la ressource aux côtés d'Ariel au sein du CREAI Pays de la Loire. Alors, on a un peu explosé les scores du timing, mais le sujet était vaste et cette heure ne suffit probablement pas pour l'évoquer, mais vous avez vu qu'on a plein de perspectives de travaux pour continuer à échanger sur le sujet. Mais on vous propose quand même de faire une pause questions-réponses parce que je crois, hein, Marion et Antoine, qu'il y a déjà un certain nombre de questions sur le chat. Oui, Noémie, il y a une première question sur les projets. C'est un établissement d'hébergement temporaire pour personnes âgées et ils accueillent des usagers entre 1 semaine et 3 mois. Et ils se posaient la question de faire uniquement des projets d'accompagnement sur les séjours de plus de 2 mois. Et ils voulaient avoir un avis par rapport à ça, s'il fallait qu'ils fassent un projet sur des séjours qui pouvaient durer qu'1 semaine ou 2 semaines. Et ils étaient partis d'un postulat qu'ils allaient partir sur des séjours de 2 mois. Donc, ils voulaient l'avis un peu de Calirel et du CREAI sur cette possibilité. Élise ? Oui. Alors, à vérifier dans la réglementation, mais il me semble que le projet personnalisé doit être mis en place dans les 6 mois qui suivent l'entrée de la personne dans la structure. Donc, c'est vrai qu'effectivement, pour les personnes qui sont là depuis moins de 2 mois, ça semble quand même compliqué de mettre en place ce projet personnalisé. Toujours est-il que vous devez, par contre, et ça c'est obligatoire, mettre en place un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge. Voilà, document individuel de prise en charge pour la personne.
c'est le cadre de l'accueil temporaire qui va effectivement vous soulager, entre guillemets, de cette question de l'obligation du projet personnalisé d'accompagnement, mais qui sera remplacé par un document individuel de prise en charge. Souvent, dans le texte, c'est précisé ainsi. Le projet personnalisé d'accompagnement, le cas échéant, le DIPC. Voilà. Donc, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'être là depuis moins de 6 mois, mais en étant accompagné, non pas de façon temporaire, mais de façon pérenne, qui est la spécificité de l'accueil temporaire, quoi. Et ça, votre question, elle est très intéressante parce qu'on voit bien le distinguo sur le changement de sémantique, qui n'est pas tout à fait un changement de sémantique, qu'a opéré la HAS sur le terme projet personnalisé, qui est le terme qui a été retenu à l'époque par la NESM, pour parler de la démarche et de l'outillage, c'est-à-dire que la démarche qui va permettre de personnaliser l'accompagnement avec des délais de réalisation dans les 6 premiers mois de l'accueil de la personne, et le projet d'accompagnement qui peut ne pas faire l'objet d'un projet personnalisé. Mais le projet d'accompagnement, quelle que soit sa forme, c'est pour toute personne qui soit accueillie dans la structure, en termes d'identification, d'individualisation de l'accompagnement, de co-construction, de réponse aux attentes ou d'identification des risques liés à sa prise en charge et son accompagnement. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on a essayé de rendre lisibles en disant il y a l'outil du projet personnalisé, mais il y a toute la thématique du projet d'accompagnement. Et l'outil reste, la démarche et l'outil du projet personnalisé s'inscrit plus globalement dans un projet d'accompagnement. Alors, une autre question, est-ce que le projet d'accompagnement est-il applicable aux services d'aide à domicile? Marion, on va te laisser répondre. Oui, bien sûr. Pourquoi il n'existerait pas à partir du moment où la prise en charge, comme l'a évoqué Élise, elle est déterminée et elle opère au-delà de 6 mois. Et c'est encore une fois, j'ai presque apporté la réponse avant, il faut bien distinguer l'outil et la démarche du projet personnalisé, la formalisation de la thématique entendue du projet d'accompagnement qui est beaucoup plus global. Alors, quand on parle de l'entourage, est-ce qu'on parle également de la personne de confiance? Je peux répondre? Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de l'entourage, on parle effectivement et bien sûr de la personne de confiance. Après, il est important de préciser que le projet personnalisé, le projet d'accompagnement reste le projet de la personne et de ses attentes à elle. Donc, si on associe l'entourage dans la construction du projet personnalisé et que l'entourage n'est pas forcément en accord avec les attentes ou les besoins de la personne, dans ce cas, ça peut être intéressant de le tracer dans le projet personnalisé et de bien rester quand même sur les attentes individuelles de la personne qui est accompagnée. Alors, une question sur comment articuler la place des partenaires dans la co-construction du projet d'accompagnement et le respect de l'intimité de la personne accompagnée. Alors, est-ce que la personne pourrait éventuellement ouvrir son micro pour peut-être un petit peu plus nous expliciter le lien entre partenaires et intimité, enfin, pour pas qu'on ait une incompréhension de la question? C'est Sandy Guibert qui a posé la question, donc je ne sais pas si elle est encore en ligne. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je n'arrivais pas à le réactiver. J'ai mis un petit peu de temps pour la manipulation, excusez-moi. Oui, alors c'était en fait, on fonctionne nous en invitant les partenaires. Alors, partenaires, souvent c'est protection de l'enfance ou bon, c'est plus oui, au service, je dirais, d'autres services en fait qui gravitent autour de la situation. Et du coup, on les invite et c'est vrai qu'on va traiter parfois d'aspects de la vie privée en fait de la personne accompagnée. Et moi, ça me pose question sur le partage de ces informations qui sont pour moi à caractère confidentiel, pour d'autres collègues qui peuvent être simplement le partage pour permettre la continuité
et la cohérence en fait de tous les accompagnements. Ça peut être les services de psychiatrie, par exemple, qui sont nos partenaires aussi. Mais voilà, du coup, je me pose cette question, quelles limites ou quelles barrières on peut essayer de poser pour sécuriser aussi cet aspect-là, du respect de la vie privée de la personne. Ah, en fait, vous évoquez deux notions. La nécessité du partage d'informations de professionnels qui vont avoir besoin de coopérer, de se coordonner pour la mise en œuvre du projet d'accompagnement. Et dans ce cadre-là, c'est soumis, en fait, il y a un texte, alors si je ne me trompe pas, c'est de juillet 2015 ou 2016, qu'on pourra vous mettre dans les supports, qui dit bien que le partage d'informations, il est possible entre des professionnels qui ne sont pas du même secteur, mais entre plusieurs catégories professionnelles, à partir du moment où ce partage d'informations, il est fait dans un objectif d'accompagnement de la personne et qui rentre bien dans ce cadre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne partage pas n'importe quoi, mais on partage ce qui est utile pour cet accompagnement. Ces éléments-là doivent être précisés d'ailleurs dans votre règlement de fonctionnement et doivent être portés à l'information des personnes. C'est-à-dire, les personnes doivent être, on doit recueillir le consentement des personnes à cet endroit-là. Ça, il faut le repréciser que les outils dits 2022 doivent être à jour sur cette possibilité du partage d'informations. Et ça, on pourra vous mettre, mais il y a vraiment un décret qui précise Oui. bien, en fait, qui encadre bien ces éléments et qui justement ouvre l'importance du partage d'informations entre les professionnels, qu'ils soient soignants ou non soignants, à partir du moment où c'est utile pour l'individualisation de l'accompagnement. Après, effectivement, ça veut dire qu'on ne partage pas tout et n'importe quoi. Et ce qui n'est pas utile à partager reste du domaine à la fois de la vie privée, mais aussi du secret médical ou du secret tout simplement de l'accompagnement de la personne. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, Sandy. Oui, très bien. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Le décret dans le chat, c'est de juillet 2016. Voilà. Alors, pour le Code de la santé publique, mais le Code de l'action sociale et des familles a aussi légiféré, et notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, vous pouvez retrouver les bases réglementaires qui vous permettront de cadrer ça avec vos équipes, par exemple. Merci beaucoup. Une dernière question, Antoine? Non, il n'y a plus de questions, Noémie. Donc, on va pouvoir clôturer la séance. Bonjour. C'est bien encore une question. Bonjour, bonjour, Epsilam. Oui, alors on n'a pas eu le temps de noter la question sur la discussion. Nous, on s'interrogeait sur est-ce que les tuteurs des résidents ont une obligation de lecture ou de visuel du PAP? Alors, moi, j'aurais tendance à dire oui, dans la mesure où ils sont représentants légaux de la personne. À vérifier cependant, je ne sais pas ce que tu en penses, Noémie. Pour moi, oui, à partir du moment où ils sont clairement, ils sont leurs représentants de la personne, leur avis doit être consulté. Ce n'est pas pour autant qu'in fine, ils prennent la décision finale. Il ne faut pas oublier que le projet personnalisé, c'est une démarche qui est concertée sur les besoins et les attentes de la personne en lien avec les équipes. Mais on pourra le vérifier sur le plan réglementaire. Peut-être qu'Ariel, tu as des éléments de réponse, mais pour moi, ils sont en droit de demander et de pouvoir avoir la vision sur le projet personnalisé. C'est réglementé dans le cadre de l'enfance parce qu'effectivement, il y a la question de la représentation légale et de l'exercice de l'autorité parentale. Donc, c'est bien précisé dans le Code de l'action sociale et des familles, la façon dont le représentant légal ou détenteur de l'autorité parentale, parce que quelquefois ça peut être déplacé, est positionné à l'échelle du projet personnalisé ou du projet personnalisé d'accompagnement. Voilà, il y aura peut-être un jour une seule terminologie pour chaque dimension.
Ça, c'est un point. Dans le champ de l'enfance, c'est cadré. Et puis après, dans le champ de l'adulte, notamment la question de la tutelle, c'est la question est-ce que la tutelle elle est à la personne ou bien. Donc, ça nécessite quand même que les équipes et l'institution soient très au clair sur le niveau de protection qui est mis en œuvre et donc le niveau de représentation qui est mise en œuvre par la personne extérieure, que ce soit un tuteur familial ou un tuteur dit professionnel, un mandataire judiciaire, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment à baliser à tous les échelons pour les professionnels, pour qu'ils ne fassent pas des confusions sur ce que le tuteur a le droit ou pas d'avoir comme regard, à l'échelle du collectif pour partager l'information et à l'échelle institutionnelle dans le lien entretenu avec les éventuels tuteurs. Parce qu'on va partir du principe, et la loi relative aux majeurs protégés est très, très claire, le postulat de départ, c'est toujours que l'autonomie. Ça veut dire que même sous tutelle, la personne peut décider si oui ou non son tuteur va être associé à telle ou telle démarche. Parce que la logique de projet personnalisé n'est pas forcément une logique de faire un emprunt, de se marier, c'est-à-dire de contracter, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais ça nécessite effectivement que dans vos projets d'établissement, dans vos projets de service, et puis dans le niveau d'information que vous pouvez restituer vers les équipes, que ce soit bien alimenté, parce qu'il y a des enjeux de respect des droits des personnes, et puis il y a des enjeux de co-construction et des enjeux de limite dans le partage d'informations. Donc, c'est vraiment une question complexe. Me permet d'intervenir. Allez-y, je Je vous en suis prie. médecin coordonnateur et je suis aussi inscrit sur les listes pour les agrégations pour les mises de protection juridique. En complément de ce que vous dites, et tout à fait raison, il existe 3 droits fondamentaux qui sont inaliénables à chaque individu et qui peuvent faire partie du PAP. C'est le lieu de vie, c'est-à-dire qu'une personne a le droit de choisir son lieu de vie, même si le tuteur s'y oppose. La deuxième chose qui est inaliénable, c'est le droit de correspondance, et ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire que chacun a le droit d'avoir sa relation scripturale avec qui que ce soit, et on n'a pas le droit de lui souscrire. Et le troisième, c'est la relation à un tiers, c'est-à-dire que toute personne a le droit d'avoir une relation, même si ça ne plaît pas au tuteur ou à quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça doit faire partie du projet d'accompagnement, même si le tuteur s'y oppose, il faut l'inscrire dans le projet d'accompagnement. Voilà, je me permets de donner ces précisions. Merci, Merci. Oui, tout à fait, merci. Et ça fait bien le lien, parce qu'on ne l'a pas abordé là sur les attendus du référentiel sur le projet d'accompagnement, mais le référentiel a tout un pan sur les droits fondamentaux pour lesquels ces éléments que vous citez, Monsieur Vincent, sont bien identifiés. Donc, on voit bien que c'est un tout et que ça nécessite vraiment de garder toujours en tête la question du respect de la personne, ses droits fondamentaux, du respect de son autonomie et de comment ce projet d'accompagnement répond aux besoins et attentes de la personne. Et on remettra, Monsieur Vincent, si vous en êtes d'accord, vos éléments de réponse dans notre foire aux questions. Alors, on a un peu, je crois que c'est bon pour les questions, Antoine? Oui, il n'y a plus de questions. S'il y en a quelques-unes qui sont encore dans le chat, bien entendu, on les reprendra dans la foire aux questions, puisqu'on va faire le replay et puis compléter. Le support sera aussi à votre disposition. Et pour ceux pour lesquels le fait qu'on leur ait évoqué la magnifique vidéo de retour d'expérience d'établissement qui est assez court, hein, qui dure un tout petit peu plus de 5 minutes, on vous propose, en vous quittant et en vous remerciant grandement Ariel d'avoir animé à nos côtés ce MQMS et bien entendu à l'équipe qui a préparé ce temps-là, en vous disant de ne pas oublier les ressources qui sont déjà en ligne et puis de vous préciser que quand même notre prochain Minute Qualité Médico-Sociale ne sera pas thématique puisque les structures concernées ont tous reçu un petit mail de notre part, les structures qui doivent réaliser leur démarche d'évaluation avant le premier semestre 2023. On les convie à un Minute Qualité Médico-Sociale spécifique le vendredi 25 novembre à 11h. Vous avez déjà dû recevoir par mail les informations associées. Si ce n'est pas le cas, regardez dans votre boîte spam ou envoyez-nous un petit mémo. Donc, on vous remercie tous, participants, et on vous propose de regarder la vidéo
que je vais partager. Elle dure moins de 5 minutes et on vous dit tous à très bientôt. Merci. Merci à Au tous. revoir, Merci bonne journée. Noémie. Merci Marion. Alors, il faut savoir que chaque résident a un référent. Le référent a une mission qui est l'élaboration du projet personnalisé. Donc, 3 mois après l'entrée, il y a une date qui est mise pour écrire le projet personnalisé. Mais en amont, le référent aura rencontré le résident pour récolter ses attentes et ses souhaits. Donc pour la récolte des attentes, il y a un questionnaire que j'ai pu créer en lien avec la psychologue qui permet vraiment de balayer la vie quotidienne, la vie sociale et puis l'aspect en lien avec la santé. Donc il y a des questions à poser concrètement sur les habitudes de vie, sur le logement, s'il leur semble adapté, le rythme de vie, s'il leur convient, et puis après la vie sociale vraiment en lien avec les activités proposées. L'idée, c'est vraiment quand même de pouvoir se poser auprès du résident pour pouvoir récolter quand même les attentes de la personne. Forcément, il réussira à évoquer quelque chose et il en ressortira toujours des éléments importants voilà, du résident. Les personnes qui sont non communicantes, là, on est plus l'équipe en fait qui se réunit, qui réfléchit aux questions qui sont habituellement posées hein, et qui fait le lien avec tout ce que la famille a pu dire à l'entrée du résident. Voilà. Le jour de l'écriture du projet personnalisé, le référent vient avec le recueil qu'il aura réalisé et on part vraiment des attentes et de ce que la personne aura évoqué lors de l'entretien. On réalise les caps de co-construction au sein de la structure avec la participation de toutes les personnes qui travaillent autour du résident, que ce soit la famille, le résident ou sa référente. Dans un premier temps, sa référente fait un point avec le résident pour savoir ses désirs pour l'année à venir, ses envies et faire un point aussi sur ses capacités, comment elles ont évolué par rapport au projet précédent. Ensuite, elle fait un retour en équipe, en analyse des situations, où il y a une psychologue ADMR qui est présente, moi-même et toute l'équipe, et on échange autour de ce qu'elle propose, avec des modifications ou des suggestions. Dans un autre temps, elle rejoint encore le résident, elle lui fait part de ce qu'on a proposé, et une fois qu'il est d'accord avec le projet, on fait une réunion où on invite tous les acteurs de sa vie. Donc ça peut être sa famille, son tuteur, tout représentant légal, son référent ESAT et toute personne qui veut inviter. On se repose essentiellement sur les référents et co-référents dans les équipes. Deux fonctions et missions très importantes puisque c'est ce qui permet de croiser les regards portés sur l'enfant et sur le jeune avec leur culture professionnelle, avec ce qu'ils ont à apporter d'un point de vue éducatif puisque le référent est un éducateur ou un moniteur éducateur ou un éducateur de jeunes enfants et le co-référent est AMP, AES ou aide-soignant puisque nous avons affaire à des enfants et des adolescents et jeunes adultes polyhandicapés donc avec une dépendance au niveau santé importante. Et du coup, pour nous, il est très important d'avoir ce double regard pour avoir vraiment l'enfant dans sa globalité. Et c'est ce partenariat-là aussi qui permet de faire évoluer les choses, on va dire, au plus juste de la réalité. Les partenaires extérieurs, d'un point de vue éducatif, ça peut être des partenaires comme l'aide sociale à l'enfance, où on est obligé de tenir compte aussi dans le projet de l'enfant au quotidien. Et puis également les gens qui viennent de l'extérieur, les partenaires qui amènent des activités, qui amènent un savoir-faire différent de ce que nous on peut apporter avec leurs pratiques différentes. Ça peut être le poney, ça peut être des animaux, ça peut être des choses comme ça, ou de la danse aérienne. Enfin, ces référents sont en lien permanent avec ces gens, de façon à voir comment les séances se passent et pouvoir construire le projet et faire évoluer les objectifs en fonction de ce qui est vu et de ce que les enfants révèlent au quotidien.
Alors au bout d'un an, le projet personnalisé est réévalué avec le résident et ses référents. Donc ils reprennent le tableau d'objectifs et de moyens qui a été fait lors de l'évaluation du projet personnalisé. Donc ils réévaluent à ce moment-là ensemble où ils en sont par rapport à ces objectifs, à ces moyens, ce qu'il reste à faire et s'il y a des nouveaux objectifs qui ont émergé au cours de l'année écoulée, ils retranscrivent avec les moyens à mettre en place. Et enfin, c'est présenté en équipe pour pouvoir justement réajuster l'accompagnement en fonction de ces nouveaux objectifs ou des objectifs qui sont déjà en cours et à poursuivre. Pour moi, ce serait la collaboration. La pluridisciplinarité. Participatif. Communication.